Je m'appelle M. Srat Anwar, professeur de français au lycée Tasseltin. Chapitre 1er. Bicêtre. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sur son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Elle s'amusait à me les dérouler, les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sur les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Maintenant, je suis captif, mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction face à face avec moi. Misérable, et me secouant de ses 2 mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux, elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fouir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, et puis mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle-même, et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve ». Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir assez pour voir cette fatale pensée, écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que, déjà, une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Voilà donc, chers élèves, après la lecture de ce premier chapitre, on va essayer de travailler sur l'identification de ce texte. Alors, vous savez très bien que Le Dernier jour d'un condamné, c'est un roman à thème. Vous savez très bien que l'écrivain de ce texte, c'est Victor Hugo. Le type du texte est narratif descriptif. Nous avons de la narration qui accompagne bien sûr la description. Et puis, on sait très bien que cette action se déroule dans une prison, et cette prison s'appelle Bicêtre. Alors, le temps écoulé, d'après bien sûr le premier chapitre, le condamné nous informe qu'il est à Bicêtre depuis 5 semaines. Et puis donc, c'est un texte qui a été écrit en 1829 par Victor Hugo. Cela veut dire qu'on est bien sûr à l'époque 19e siècle. Très bien. Alors maintenant, si vous voulez, chers élèves, on va essayer de situer ce passage. Et lorsque je dis le passage, ça veut dire le premier chapitre. C'est l'incipit. Alors, il s'agit de l'incipit. L'incipit, c'est toujours le début de l'histoire. L'ouverture, si vous voulez, c'est le texte inaugural. Alors, le texte d'ouverture, le narrateur souffre de la pensée de quoi? De la mort. Dans sa cellule à Bicêtre. Donc, il lui reste quelques jours à vivre. Alors maintenant, on passe à autre chose, si vous voulez. Donc, on va bien sûr essayer de comprendre, si vous voulez, le contenu de ce texte à travers 3 axes. Alors, le premier axe, ou plutôt 2 axes, chers élèves. Alors, le premier axe, il s'agit de l'identification de la situation d'énonciation. Alors, généralement, pour situer l'énonciation, il faut bien sûr se poser les questions suivantes. Qui parle? À qui? Où? Quand? Et de quoi s'agit-il? Alors, chers élèves, comme vous voyez devant vous, les acteurs de la situation, à savoir l'émetteur ou l'annonciateur et le destinataire, nous avons d'une part qui parle, c'est le condamné, le personnage principal, c'est lui le narrateur personnage principal,
Et puis, il s'adresse bien sûr à lui-même, puisqu'il s'agit d'un monologue. Ah, c'est un dialogue intérieur. Le condamné s'adresse à lui-même. Donc, et du coup, on peut dire qu'il s'adresse bien sûr à lui-même, à la fois à lui-même et au lecteur. Alors, maintenant, on va essayer de travailler un petit peu sur le texte pour pouvoir donc repérer les indices de ces éléments de l'énonciation. Alors, dès le début, le premier paragraphe, alors le premier paragraphe, dans le premier paragraphe, nous avons d'abord, avant d'aborder le premier paragraphe, nous avons l'indication du temps, plutôt du lieu, Bicêtre. Alors Bicêtre, bien sûr, c'est une prison, et c'est là où se déroule l'action. Ensuite, nous avons, voilà 5 semaines. Alors, voilà 5 semaines, c'est une indication de temps. Donc déjà, nous avons bien sûr deux indices, un indice de temps et un indice de lieu. Ensuite, lorsque le condamné dit, voilà 5 semaines que j'habite, donc nous avons le je. Et le je, ça renvoie à qui? À l'énonciateur. C'est lui, bien sûr, le condamné lui-même. Donc, on passe maintenant à autre chose, s'il vous plaît, chers élèves. Et on parle bien sûr du contenu référentiel. Ça veut dire qu'on va essayer de décortiquer ensemble de quoi s'agit-il. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez bien sûr devant vous la question, et donc, chers élèves, vous devrez deviner que le narrateur nous communique, nous informe sur ses états d'âme à propos, bien sûr, de son exécution, parce qu'il va être exécuté, c'est un condamné à mort, et bien sûr de sa condamnation à mort et surtout de sa souffrance morale. Donc, il essaie de nous informer et de nous parler de cette souffrance morale, bien sûr, qui est là, bien sûr, et qui pèse lourd sur ses épaules. Alors ensuite, nous avons le but. Alors le but, bien sûr, de ce premier chapitre, bien sûr, c'est dans le but de nous convaincre de la nécessité de réviser la peine de mort. Vous savez très bien que le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse, et qui dit roman à thèse dit un roman à idée. Ça veut dire que nous avons Victor Hugo qui cherche à défendre une idée, une opinion, et cette opinion, c'est la nécessité d'abolir la peine de mort. Donc c'est pour cette raison que le narrateur, bien sûr, nous communique, bien sûr, nous parle de sa souffrance morale, dont l'intention, bien sûr, de nous faire adhérer à sa cause, bien sûr, à sa raison. Alors ensuite, on passe au deuxième acte, chers élèves. Avant, bien sûr, de passer au deuxième axe, j'aimerais bien sûr, vous faire une petite récapitulation concernant le premier axe. Donc, on vient, bien sûr, de décortiquer ensemble les caractéristiques, bien sûr, de l'incipit, qui nous permettent de souligner, bien sûr, les principales caractéristiques de l'incipit. Alors, le deuxième axe, s'il vous plaît. Alors, concernant le deuxième axe, chers élèves, on parle bien sûr de la préparation dramatique. Ce sont des actions, bien sûr, qui sont susceptibles de jalonner la suite du roman. Alors, on va essayer de revenir au texte pour pouvoir découper le texte en 3 principales parties. Alors, dès le début, nous avons le premier paragraphe. Condamné à mort. Donc, l'énoncé condamné à mort, c'est dès le début, nous avons le narrateur qui annonce le temps, qui annonce la couleur. Ça veut dire que dès le début, nous avons bien sûr cette interpellation ou auto-interpellation. Ça veut dire à la fois, bien sûr, il annonce le temps, et puis il nous informe qu'il est un condamné à mort. Ça veut dire que c'est un prisonnier et il se trouve à Bicêtre. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend bien sûr son exécution. Donc, à travers, bien sûr, le premier paragraphe, on comprend parfaitement que c'est le personnage, bien sûr, le personnage principal, c'est un prisonnier et c'est un condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Alors, le deuxième paragraphe, nous avons autrefois.
un indicateur de temps. Et cet indicateur de temps nous, bien sûr, explique que le narrateur, nous informe que le narrateur se projette dans le passé. Alors, un passé, bien sûr, qualifié de bonheur, si vous voulez, puisque le passé, pour le condamné, réfère à quoi? On renvoie à quoi? On renvoie à la liberté. Lorsque le condamné nous dit que, autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, bah pourquoi il dit ça? Parce que pour lui, le temps maintenant coule lentement, et puis j'étais un homme comme un autre homme. Maintenant, il ne l'est plus. D'accord? Maintenant, bien sûr, il est captif, comme il le dit, bien sûr, vers le dernier, la dernière phrase de ce paragraphe. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Donc, il parle bien sûr de la liberté. Il parle de la liberté, et bien sûr, dans le passé. Contrairement à son présent. Et bien sûr, le troisième paragraphe, nous avons l'indicateur de temps maintenant. Et bien sûr, maintenant, en opposition avec autrefois. Autrefois, ça renvoie à la liberté, tandis que maintenant, on renvoie à quoi? À la captivité. Il dit maintenant, je suis captif. Et bien sûr, il faut noter, chers élèves, que c'est une double captivation, si vous voulez. À la fois, il est captif corporellement, si je me permets, et aussi il est captif moralement, parce qu'il dit mon corps est offert, donc il parle de son corps, c'est-à-dire il est prisonnier, d'accord? Le corps est offert, il est en prison dans un cachot, et mon esprit, il parle de son esprit, l'esprit aussi, il est en prison. Donc d'où bien sûr la souffrance morale signalée bien sûr dans ce chapitre qualifié d'insipide. Alors, donc chers élèves, vous voyez très bien que le condamné, le narrateur parle de sa condamnation. Et puis, il a fait une comparaison, si vous voulez, une analogie entre son passé, caractérisé par la liberté, la richesse de l'esprit, et le présent. Le présent, bien sûr, qui est plutôt caractérisé par la mort, l'enfermement, l'incarcération, si vous voulez, la captivité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une double captivité puisque le condamné souffre beaucoup plus de la captivité morale que de la captivité que celle, bien sûr, du corps. Alors, vous voyez très bien que le condamné, bien sûr, nous informe sur cette condamnation et il le fait d'une manière obsessionnelle. Le condamné parle, bien sûr, de la mort, mais d'une manière obsessionnelle. Et cette obsession, si vous voulez, chers élèves, se traduit par les figures de style. Vous savez très bien que les figures de style, bien sûr, sont un moyen stylistique employé souvent par l'écrivain pour mettre en valeur, bien sûr, les idées que l'auteur, bien sûr, souhaite transmettre au lecteur. Alors, si vous voulez, chers élèves, on va prendre la phrase suivante. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamné à mort. Alors, chers élèves, vous auriez dû repérer, deviner qu'il s'agit ici d'une gradation. Vous savez très bien que la gradation, bien sûr, ça doit respecter l'ordre. Un ordre, bien sûr, soit un ordre croissant ou un ordre décroissant. Et donc là, vous voyez que le condamné parle tout d'abord d'une pensée, ensuite la pensée devient une conviction, et finalement c'est une certitude. Donc là, bien sûr, c'est une gradation, si vous voulez, montante, croissante. Et ça montre le caractère obsessionnel de la mort. On passe bien sûr à une autre figure de style, qui est celle, bien sûr, de la personnification. Chers élèves, vous savez très bien que la personnification, c'est lorsque l'on attribue des qualités humaines à une chose ou à un être inanimé. Alors, prenons l'exemple devant vous. Seule et jalouse, chassons toute distraction face à face avec moi. Donc là, bien sûr, vous avez le caractère de la jalousie, bien sûr, qui est attribué à la pensée ou bien à l'idée de la mort. Et voilà, donc ça montre effectivement que le condamné, bien sûr, souffre de cette obsession, bien sûr. Il est obsédé par la mort, il pense continuellement, il ne cesse de penser, il n'a qu'une seule idée, une seule pensée dans, bien sûr, sa tête, dans son esprit.
il a dit, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit seul et jalouse. Ça veut dire que c'est l'idée de la mort. Il est jalouse. Il est jalouse de quoi? Il est jalouse des autres idées. Ça veut dire que c'est comme si l'idée de la mort interdit toutes les autres idées, bien sûr, qu'elle traverse l'esprit du condamné. Et voilà, bien sûr, chers élèves, on peut constater que le condamné, bien sûr, il est obsédé par l'idée de la mort. Alors, à travers ces deux axes, on n'est pas parvenu, bien sûr. Voilà, donc, juste là, nous avons bien sûr ce que je viens d'expliquer, ce que je viens bien sûr de décortiquer, bien sûr, avec vous, à travers le texte. Donc, l'obsession de la mort, la personnification et la gradation. Donc, l'obsession de la mort qui est, bien sûr, traduite par les deux figures de style, à savoir la personnification et la gradation. Donc, l'exemple de la personnification, seule et jalouse, chassant toute distraction face à face avec moi. Donc, bien sûr, on parle bien sûr de seule et jalouse. C'est l'idée qui est seule et jalouse. Et puis la gradation, lorsque le condamné dit « je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamné à mort ». Donc, vous voyez déjà que là, bien sûr, le retour de cet énoncé, cette, bien sûr, phrase qui est devenue comme un refrain, donc, et qui délimite, bien sûr, le texte. Vous auriez dû remarquer que la phrase condamné à mort se trouve au début, au milieu et à la fin de ce texte. Donc, c'est comme si Victor Hugo voulait nous dire que le texte lui aussi était emprisonné. Donc, voilà, donc, il y a ce caractère obsessionnel, si vous voulez, de, bien sûr, l'idée de la mort. Alors, récapitulons, chers élèves. Donc, à travers, bien sûr, ces deux axes, nous avons, à travers ces deux axes, bien sûr, on peut dire que le temps est donné. Et le lecteur est conditionné à la limite, bien sûr, d'une scène d'exposition. C'est dans une pièce de théâtre. C'est comme si, à travers, bien sûr, ce premier chapitre qui est, bien sûr, l'incipit, Victor Hugo a essayé, bien sûr, d'installer le décor et puis d'écrire les personnages dans un cadre spatio-temporel et d'écrire également tous, bien sûr, les événements auxquels le lecteur s'attend. Alors, chers élèves, on va essayer de terminer notre séance par une synthèse. Donc, vous avez, dans un premier temps, nous avons parlé des paramètres, bien sûr, situationnels. Nous avons situé, si vous voulez, ou plutôt contextualisé le texte. Nous avons parlé, bien sûr, du cadre général. Nous avons défini le genre, le type, le nom de l'écrivain, la date de parution, le siècle, etc. Ensuite, nous avons passé, bien sûr, à la situation du passage. Et puis, à travers les deux axes, bien sûr, que nous avons développés ensemble, nous avons pu, bien sûr, faire une idée sur, d'abord, bien sûr, le contenu de ce chapitre, mais également ce qui va venir, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, le temps est annoncé dès le départ, lorsque le condamné, bien sûr, nous dit que lorsque, bien sûr, à travers la phrase, pardon, condamné à mort. Ensuite, à travers, bien sûr, cet incipit et les caractéristiques de cet incipit, l'incipit, bien sûr, d'un roman à thèse, c'est comme si l'écrivain a établi un contrat, bien sûr, de lecture. C'est comme si, voilà, donc, voilà ce qui va se passer, bien sûr, dans les événements, bien sûr, à suivre dans les autres chapitres. Et voilà, chers élèves, sur ce, prend fin mon cours. Merci et à très bientôt.